Bonne nuit à tous, ici le héros de l'histoire, votre habitant de la Lune descendu sur Terre, dévoué. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'habitant de la Lune, me demandez-vous? Eh bien, regardez cette vidéo et vous aurez la réponse. Continuez ma série de vidéos sur les références culturelles dans les films d'animation du studio Ghibli. Aujourd'hui, nous allons parler du conte de la princesse Kaguya. Ce film a été réalisé par Isao Takahata. Il est sorti au Japon en 2013 et en France en 2014. Avant de préparer cette vidéo, je n'avais jamais vu ce film d'animation. Bref, le film est excellent. Vraiment, je vous encourage à aller le voir si ce n'est pas déjà fait. Là où je suis quand même très étonné, c'est du succès limité du film au cinéma. Si on s'intéresse au box-office, il ne rapporte que 27 millions de dollars, alors que Princess Mononoke avait rapporté 159 millions de dollars. Pour ce qui nous intéresse dans cette vidéo, avant de nous pencher sur les références culturelles, légendaires ou bien encore historiques que comporte le conte de la princesse Kaguya, je vais vous présenter tout d'abord un petit résumé du film pour vous mettre le contexte en tête. Attention, spoiler! Il était une fois un vieux coupeur de bambou. Un jour, alors qu'il était en train de couper du bambou dans la bambouserie proche de chez lui, il vit une étrange pousse de bambou. Dans cette pousse, il y avait une princesse miniature d'une beauté lumineuse. Le coupeur de bambou pensa alors qu'il s'agissait d'un cadeau du ciel. Il décida donc de s'en occuper. Il apporta la princesse chez lui et la présenta à sa femme. Au contact de sa femme, la belle princesse miniature se transforma en nourrisson. Ils l'élevèrent alors comme si elle était leur propre fille. La petite grandissait rapidement, de manière surnaturelle. Elle vivait heureuse au milieu de la nature, dans les montagnes, avec ses parents adoptifs. Non loin de chez eux, il y avait un petit village. La jeune princesse, qui grandissait presque à vue d'œil, fut rapidement en âge d'aller jouer avec les jeunes enfants de ce village. Elle fit notamment la rencontre de Sutemaru, un jeune homme dont elle tomba amoureuse. Bref, cette vie simple et pure de paysan convenait parfaitement à la jeune fille, surnommée pousse de bambou par ses amis car elle poussait, comme je vous l'ai dit, rapidement, aussi vite qu'une pousse de bambou. Cependant, son père adoptif trouva dans des bambous de l'or et des linges précieux. Le père adoptif fut convaincu alors que c'était un message venu du ciel lui indiquant que pousse de bambou devait être élevée comme une princesse de haut rang. Le père et la mère décidèrent donc de lui faire construire un palais à la capitale et d'aller y vivre. C'est à partir de là que commencent les ennuis pour la princesse. Son père, pensant bien faire, lui imposa un style de vie qui lui convenait guère. Elle voulait vivre simplement, proche de la nature, avec ses amis, ses vrais amis. Son père voulait pour elle une vie de noble, respectant les codes de la cour impériale, une vie pleine de faux semblants, avec des faux amis. Je ne vous en dis pas plus, vous avez le contexte. Nous en reparlerons de toute façon plus en détail en même temps que nous découvrirons les différentes références culturelles de ce magnifique film. Avant de lancer le générique, je vous propose de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous souhaitez me soutenir. Et puis, installez-vous confortablement et profitez de l'instant présent. Le film d'animation dont nous parlons est inspiré par une œuvre classique de la littérature japonaise, à savoir le Taketori Monogatari. En français, nous traduisons par le conte du coupeur de bambou. Un autre titre existe pour désigner le même récit, c'est Kaguya Hime no Monogatari, qu'en français nous traduisons par le conte de la princesse Kaguya. Avant de poursuivre ce propos, je souhaite apporter quelques précisions concernant le terme japonais Monogatari que nous traduisons souvent par conte. Le terme Monogatari peut recouvrir la notion de conte, mais pas uniquement, loin de là. Donc, la traduction systématique de Monogatari par conte peut être abusive. Le titre japonais du film reprend l'un des titres de l'histoire originale sur laquelle il se base, à savoir Kaguya Hime no Monogatari. En français, le titre a été traduit, comme pour la version écrite, par le conte de la princesse Kaguya. Et à ce sujet, voici une citation d'Isao Takahata donnant son avis sur cette traduction. Il dit, ouvrez les guillemets, « Je n'aime pas beaucoup le titre français, parce que mon intention n'était pas de réaliser un conte de fées. Plus que le conte de la princesse Kaguya, il aurait fallu dire l'histoire de la princesse Kaguya. » Fermez les guillemets. La nuance est que, malgré les éléments de fantaisie que l'on peut trouver dans ce film, l'objectif premier de Takahata est de décrire de manière réaliste les faits de cette histoire. Takahata aurait donc souhaité un terme plus neutre que conte. Alors, qu'est-ce qu'un monogatari exactement? Littéralement, monogatari veut dire chose racontée. On pourrait aussi traduire ce terme par le mot récit en français. Souvent, on peut aussi voir le terme monogatari être traduit par le mot dit. Au lieu de traduire Taketori Monogatari par le conte du coupeur de bambou, on peut le traduire par le dit du coupeur de bambou par exemple. Donc, un terme assez neutre et assez large dans ce qu'il peut désigner finalement. Le monogatari est plus précisément une forme littéraire japonaise traditionnelle. Dans la forme, il est comparable à l'épopée japonaise. Le monogatari est très lié à la tradition orale et le fait de traduire monogatari par dit renforce cela. Le plus souvent, il raconte une histoire fictive, ou bien, en tout cas, largement romancée, quand bien même il s'agit de rapporter un événement historique. C'est le cas par exemple avec le Eike Monogatari, que l'on traduit par le dit des Eike en français, qui
raconte la lutte entre les clans Minamoto et Taira qui a eu lieu au XIIe siècle au Japon. On trouve des traces du genre littéraire Monogatari entre le 9e siècle et le 15e siècle. L'apogée du Monogatari se trouve entre le 10e et le 11e siècle. Le Monogatari qui nous intéresse a été écrit vers la fin du 9e siècle et au début du 10e siècle, donc aux alentours de cette période d'apogée du genre. L'histoire de la princesse Kaguya est considérée comme le plus ancien Monogatari dont nous avons conservé la trace. L'auteur de cette histoire nous est inconnu, même si plusieurs hypothèses existent à ce sujet. Alors de quoi parle la version originale? Eh bien, comme dans le film de Takahata, il est question d'une princesse qui est découverte dans la pousse d'un bambou par un vieux coupeur de bambou. Le vieux coupeur de bambou et sa femme deviennent les parents adoptifs de la princesse. Bref, le film suit le même déroulement que l'histoire, alors je ne vais pas vous en faire le résumé complet. Je vais simplement vous signaler qu'il y a bien sûr plusieurs différences. Kaguya ne rencontre pas les enfants du village comme dans le film. Il n'y a pas d'histoire d'amour entre Kaguya et Sutemaru. La relation entre Kaguya et l'empereur est bien différente du film. Même si elle rejette la demande en mariage de l'empereur, elle garde contact avec celui-ci et justifie ce rejet par le fait qu'elle n'est pas de ce pays dans l'histoire originale. Donc elle semble attachée à l'empereur en quelque sorte. Alors que tout ça n'est pas le cas dans le film. Au moment de retourner sur la Lune d'ailleurs, elle écrit une lettre à destination de ses parents et de l'empereur, joignant même pour l'empereur un élixir d'immortalité qu'il refusera de boire car il refuse de passer l'éternité sans revoir la princesse. Voilà donc pour les quelques éléments à propos du Monogatari sur lequel s'appuie le film de Takahata. Passons désormais au cadre historique et géographique que nous présente le film. Nous l'avons dit, le film se base sur un Monogatari écrit vers la fin du 9e siècle et au début du 10e siècle. Et, vraisemblablement, l'histoire que nous raconte le film prend justement pour cadre le Japon du 10e siècle. Nous sommes donc en plein dans la période de Heian. C'est l'une des divisions traditionnelles de l'histoire du Japon. La période de Heian s'étend de 794 à 1185. Heian est un terme qui signifie paix en japonais. Cette période est perçue comme l'apogée de la cour impériale japonaise. C'est un âge d'or de la culture et de l'art japonais. Avant d'apporter des précisions à propos de cette période et de ce qu'on en voit dans le conte de la princesse Kaguya, je souhaite vous parler du cadre géographique pour que nous puissions nous situer. Nous sommes évidemment au Japon, et plus précisément sur l'île de Honshu. D'après les indices que nous donne le film, le lieu où habitent les parents adoptifs de la princesse Kaguya ne semble pas très éloigné de la capitale de l'époque, à savoir la ville que l'on appelle aujourd'hui Kyoto et qui s'appelait alors Heian-kyo. Par commodité, appelons-la simplement Kyoto. Cette ville sera la capitale du Japon de 794 jusqu'en 1868. Une grande partie du film se déroule d'ailleurs dans Kyoto. Donc pour résumer, nous sommes au 10e siècle, pendant la période de Heian, au Japon, sur l'île de Honshu, dans la ville de Kyoto et les alentours. Sans faire une présentation exhaustive de la période, je vous propose plutôt de parler des éléments que l'on voit dans le film. Pendant la période de Heian, nous savons que le Japon comporte de nombreuses régions presque vides. Le pays est coupé par les montagnes et les forêts. Les communications sont parfois difficiles. C'est un peu ce que nous découvrons dans le film, notamment au début, là où habitent les parents adoptifs de la princesse. Bien que la période de Heian soit une période de paix, l'économie du Japon ne s'en porte pas bien pour autant. La majorité de la population, à l'image des parents de la princesse ou bien des villageois, vivent très modestement, pour ne pas dire pauvrement. Dans notre film d'animation, nous avons 3 exemples de métiers liés au monde paysan. Le père adoptif de la princesse est un coupeur de bambou. Le bambou est un thème récurrent de la littérature japonaise. Nous savons que le travail du bambou est un art populaire traditionnel au Japon. Le bambou a notamment été utilisé dans l'architecture traditionnelle ou bien pour fabriquer tout un tas d'objets utilitaires. Parlons d'un autre métier, celui de la famille de Sutemaru. Nous savons que ce sont des artisans qui travaillent le bois. Ils font notamment des bols. Nous voyons aussi un charbonnier dont le travail consiste à transformer le bois en charbon. Le conte de la princesse Kaguya nous offre à voir un monde paysan traditionnel inspiré du Japon de la période de Heian. Parlons un peu de l'architecture de la capitale. Si nous mettons en comparaison les différents visuels du film avec des édifices de la période de Heian, comme nous pouvons encore en voir dans la ville de Kyoto d'aujourd'hui, nous constatons des ressemblances évidentes. Prenons un exemple particulier. Le palais de la princesse Kaguya évoque un palais de style Shinden-zukuri. Ce style architectural se développe au Japon et plus précisément à Kyoto pendant la période de Heian et plus encore au Xe siècle. C'est donc un élément supplémentaire nous permettant d'identifier l'influence effective de cette période historique sur les dessins du film. Bien sûr, je ne fais qu'effleurer la question de l'architecture, autrement une vidéo entière pourrait être consacrée à ce thème-là. Autre élément important, nous voyons très souvent les personnages de la capitale porter des kimonos. Ce n'est encore là pas un hasard, puisque c'est à cette époque que les kimonos ont commencé à être portés. En voulant approfondir la question des vêtements pendant la période de Heian, j'ai découvert que le protocole vestimentaire était très complexe et très strict. Nous voyons par exemple les prétendants de la princesse Kaguya vêtus avec ce qui évoque grandement des sokutai.
sokutai. Le sokutai était une tenue portée par les courtisans et les aristocrates de la cour impériale ainsi que par l'empereur lui-même. Il s'agit du grand costume de cour. Cette tenue était portée à la cour pour de multiples occasions, les cérémonies, les procédures administratives, les tâches officielles, etc. Nous voyons aussi, par exemple, la princesse Kaguya elle-même vêtue parfois de manière à évoquer le kazami. Le kazami, que l'on appelle robe de jeune fille, est souvent mentionné dans la littérature. C'est ce qui me fait dire que la princesse porte cette tenue. Précisons que le mot kazami peut désigner plusieurs tenues différentes, mais pour ce qui nous intéresse, il s'agit d'une robe, disons, formelle que les jeunes filles portaient. Cette robe était longue, traînant sur le sol et décousue sous les manches, ce qui semble bien correspondre à la tenue de Kaguya lorsqu'elle rencontre Akita, par exemple. Parlons maintenant du rôle qu'occupent les 5 prétendants à la cour impériale et de l'empereur lui-même. Évidemment, on pourrait longuement discuter du fonctionnement du Japon à cette époque, parler du rôle de l'empereur, de son évolution, etc. L'objectif n'est pas là, vous le savez, l'objectif est de poser un regard éclairé par la culture sur les éléments présents dans le film que nous étudions. Donc rapidement, l'empereur est le chef de l'État, même si, à cette époque, la montée d'une noblesse guerrière affaiblit peu à peu le pouvoir impérial. D'ailleurs, à partir de 866, le pouvoir est en fait entre les mains des régents de la famille Fujiwara. Il n'en est cependant pas question dans le film. Pour ce qui est des 5 prétendants de la princesse, sur les 5, il y en a 3 qui portent un titre évoquant un statut qui existait alors. Monsieur Abe est dit ministre de la droite. Cette appellation m'a interpellé et j'ai découvert qu'il existait plusieurs ministres entourant l'empereur. Les ministres sont appelés les daijin. En ce qui concerne le ministre de la droite, il s'agit du Udaijin, ce que l'on traduit par ministre de la droite. Nous avons ensuite le grand conseiller Otomo. Le titre en japonais est Dainagon, et cela se traduit par grand conseiller. Là encore, il s'agit d'un titre de fonctionnaire. Ce titre est en dessous de celui des Daijin, donc des ministres. Le rôle du Dainagon était de se charger des affaires administratives, de présenter à l'empereur les propositions des hauts fonctionnaires et de transmettre les messages impériaux. Enfin, nous avons Izonokami, qui est désigné comme étant le moyen conseiller. Il n'y a rien trouvé à propos d'un moyen conseiller, mais dans le conte original, Izonokami est désigné comme étant le Chunagon. C'est un conseiller de second rang à la cour impériale, juste en dessous du Dainagon dont nous venons de parler. En regardant le conte de la princesse Kaguya, je me suis immédiatement demandé si la vie du personnage de Kaguya était représentative de la vie que pouvait avoir une princesse de la capitale pendant la période de Heian. Là encore, j'ai effectué mes recherches sur le sujet. Et là, je veux vous signaler, si je ne l'ai pas encore assez fait, que ce film est incroyablement riche culturellement. Vous savez que la princesse Kaguya suit l'enseignement de Dame Sagami, une préceptrice de la capitale. Dans les faits, les jeunes filles de l'aristocratie à l'époque de Heian devaient apprendre les signes phonétiques kana, que l'on appelait aussi l'écriture féminine. En certains cas, elles pouvaient également apprendre les caractères chinois que l'on appelait aussi l'écriture masculine. C'est très paradoxal, parce qu'elles étaient considérées comme ignorantes de la littérature et de l'écriture chinoise, alors qu'en fait, bien souvent, elles en avaient une bonne connaissance. Sans entrer dans les détails, je parle bien ici d'écriture chinoise, alors que nous sommes au Japon. Cela s'explique par la grande influence de la Chine sur le Japon à cette époque. Je continue. Les femmes de l'aristocratie devaient aussi apprendre des poèmes, notamment ceux du recueil portant le nom de Kokinshu. Elles devaient savoir jouer du koto, elles devaient savoir confectionner des vêtements, elles devaient aussi savoir peindre. Dans le conte de la princesse Kaguya, nous voyons notamment la princesse apprendre la peinture et jouer du koto. Nous la voyons aussi étudier un rouleau peint de type emaki. L'emaki est donc un rouleau peint narratif. Il comporte des éléments de calligraphie et des illustrations. C'est donc un système de narration horizontale qui se distingue nettement des livres que nous utilisons aujourd'hui. Ce genre de rouleau pouvait faire plusieurs mètres, comme nous le voyons dans le conte de la princesse Kaguya. Au départ, au 8e siècle, nous retrouvons des rouleaux au Japon qui sont en fait des copies des rouleaux chinois. Les rouleaux originaux japonais datent du 10e siècle et se retrouvent à la cour impériale de Heian. Les dames de l'aristocratie les appréciaient tout particulièrement. Donc là encore, pas de hasard dans le choix de représenter cela. Bref, la justesse de l'éducation de la princesse Kaguya vise à faire d'elle une parfaite épouse et donc à attirer les prétendants, comme c'était le cas historiquement. Nous voyons aussi la princesse Kaguya vivre confinée, recluse, cachée. Historiquement, une femme appartenant à la haute noblesse devait effectivement vivre ainsi. Elle participait très peu aux activités extérieures. Elle était cachée des regards, même lorsqu'elle sortait, elle était dans sa voiture derrière des parois opaques. Chez elle, elle était dissimulée derrière des écrans, comme nous pouvons le voir dans le conte de la princesse Kaguya. Autre élément qui m'a interpellé, c'est le noircissement des dents que préconise la préceptrice à la princesse Kaguya. Là encore, j'ai mené mes recherches et j'ai découvert que cette pratique porte le nom de Oaguro. C'est une coutume du Japon qui a été particulièrement populaire pendant la période de Heian pour ce qui nous intéresse, et même après jusqu'au 19e siècle. Le noircissement des dents se faisait avec une solution à base de limaille de fer et de vinaigre. Il s'agissait alors d'un symbole de beauté pour les Japonais. Le teint très pâle et l'épilation des sourcils accompagnaient les codes de beauté d'une princesse japonaise. Toujours en ce qui concerne la vie de la princesse, vous vous souvenez peut-être de la cérémonie qui suit ce que l'on devine être ses premières règles. C'est une cérémonie de passage
passage à l'âge adulte. Aujourd'hui, il existe encore une cérémonie de passage à l'âge adulte au Japon. Cette cérémonie s'appelle Seijin Shiki. Elle marque le passage à la majorité qui est à 20 ans. Cette cérémonie se base sur une ancienne tradition liée à la religion shintoïste et qui remonte au moins au 7e siècle et s'observe jusqu'au 19e siècle. En ce qui concerne les filles, la cérémonie s'appelait Mogi. L'âge de la fille variait entre 12 et 16 ans. Il semble que la cérémonie suivait la venue des premières règles. Cela étant dit, et après avoir mis en évidence des éléments disons historiques présents dans le film, je vais maintenant me pencher sur des éléments appartenant à la mythologie et au folklore. Pour commencer, parlons de la naissance de la princesse. Vous vous en souvenez, elle est née dans une pousse de bambou. Cette naissance miraculeuse, qui s'opère à l'intérieur d'un élément naturel, se retrouve dans d'autres légendes ou contes japonais. Par exemple, le personnage de Momotaro est un héros du folklore japonais qui est né dans une pêche. C'est une légende qui date de l'époque d'Edo, donc postérieure au Monogatari de la princesse Kaguya. Période d'Edo s'étend de 1600 à 1868. Cela indique donc que la naissance surnaturelle dans un élément de la nature se retrouve dans d'autres histoires. Autre exemple, le personnage de Uriko Hime, qui est une jeune fille née dans un melon. Là, pour cette sorte de conte, je ne suis pas arrivé à trouver une date d'écriture. Nous comprenons que ces naissances indiquent que ce sont des êtres, disons, surnaturels. On retrouve ce genre de naissance dans des contes européens aussi, comme dans La Petite Poussette d'Andersen où le personnage de la Petite Poussette, qui donne son nom au conte, naît dans une fleur. Encore un autre exemple, pour vous montrer que c'est un motif assez fréquent et pas seulement au Japon, prenons le conte des 3 cédras. Alors un cédra, c'est un fruit. Et justement, dans ce conte, une jeune fille naîtra d'un cédra. Voilà, je ne rentre pas dans les détails, je vous parle simplement de la naissance surnaturelle. Ce conte, nous en trouvons une version dans le recueil de Giambattista Basile, un écrivain napolitain qui a vécu entre 1566 et 1632. Voilà pour ce que je voulais vous dire à propos de ce motif commun dans différentes histoires à travers le monde. Passons désormais au moment où les 5 prétendants viennent demander Kaguya en mariage. Pendant qu'ils prennent la parole, ils comparent tous Kaguya à un objet mythique afin de mettre en valeur sa beauté éclatante, alors que par ailleurs, ils ne l'ont jamais vue. À cela, Kaguya leur demande de trouver ces objets pour qu'elles puissent juger par elles-mêmes de la sincérité de leurs propos. Précisément, elle dit, ouvrez les guillemets, « Je vous remercie pour ces éloges que vous m'adressez sans m'avoir jamais vu. Ma gratitude n'a d'égal que la sincérité de vos sentiments. Si vous êtes sincères, ces précieux trésors dont vous me chantez les louanges, je vous demande à chacun d'entre vous de me les apporter. Je pourrai ainsi mesurer la sincérité de vos intentions et la profondeur des sentiments que vous prétendez me porter lorsque vous me comparez à ces objets merveilleux. » Fermez les guillemets. Commençons par le prince Kuramochi. Il doit trouver un rameau de jade du mont Horai. Le mont Horai est l'appellation japonaise du mont Penglai que l'on retrouve dans les mythes chinois. Dans la mythologie chinoise, il est dit que le mont Penglai est le lieu de banquet de 8 immortels. Le mont Penglai se situerait sur une île dans la mer de Bohai. Il est dit que les palais sont faits d'or et d'argent et que des bijoux poussent sur les arbres. Passons maintenant au prince Ichi Tsukuri. Lui, il doit rapporter le bol de pierre de Bouddha. Le bol de Bouddha est un symbole de la réalisation de la bouddhéité. Voici l'histoire que l'on rapporte à propos de ce bol. Rapusa et Balika sont 2 marchands de passage qui rencontrent Bouddha, à savoir Siddhartha Gautama, alors qu'il est en train de jeûner. Ce sont eux qui vont lui offrir son premier repas après ce jeûne qui a suivi l'éveil de Gautama. Cependant, ce dernier n'a plus de bol et il n'est pas question qu'il prenne la nourriture dans ses mains. C'est alors que les 4 gardiens du monde, dits les Lokapala, arrivent pour offrir un bol à Gautama. Ils lui proposent des bols en or, en argent, en jade, en saphir, etc. Mais Gautama n'en accepte aucun. Finalement, les 4 gardiens lui proposent un bol de pierre. Gautama accepte. Cependant, c'est chacun des 4 gardiens qui lui propose un bol, et Gautama ne voit pas l'intérêt de posséder 4 bols. Mais il n'ose pas non plus choisir un seul bol et refuser les autres, de crainte de peiner les gardiens. Gautama décide donc de former qu'un seul bol à partir des 4 bols. Au sommet du bol ainsi constitué, il est dit que nous pouvons voir la trace des rebords des 3 autres bols. Ce bol est considéré comme une importante relique dans le bouddhisme. Parlons maintenant de la toison du rat du feu que doit apporter Monsieur Abe, le ministre de la droite. Le rat du feu semble lui aussi lié à la mythologie chinoise. Je n'ai pas trouvé grand chose à son sujet, sauf le fait qu'il est le 13e élément du cycle sexagésimal chinois. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, le cycle sexagésimal est un système de numérotation des unités de temps basé sur une combinaison de 2 séries de signes, à savoir les tiges célestes et les 12 branches terrestres. À partir de ces 2 séries, cela permet d'obtenir 60 combinaisons différentes. Cela permet de noter l'écoulement des années, mais peut aussi être utilisé pour l'écoulement des mois, des jours ou des heures. En bref, et pour faire simple, il s'agit d'une sorte de calendrier. Et parmi les combinaisons possibles, il y a celle du rat du feu. A noter que c'est aussi un signe astrologique chinois. Passons au grand conseiller Otomo. Lui, il doit apporter le joyau qui brille au cou du dragon. Pendant son périple, Otomo, en plein milieu d'une tempête avec son navire, croit voir dans les nuages un dragon. Puis, c'est dans l'eau qu'il croit apercevoir un dragon. Ce sont des dragons de type asiatique. C'est intéressant de les voir représentés ainsi, puisque dans les croyances, les dragons asiatiques sont associés aux éléments de la nature et au climat. Il est dit que les dragons orientaux vivent au fond des océans ou bien au cœur des nuages. Si Otomo voit des dragons, ce n'est pas un hasard.
il connaît ces mythes, et donc il interprète la réalité à partir de ses croyances. Parmi les différentes espèces de dragons chinois, il y a notamment le Tianlong qui est lié au ciel, et le Dilong qui est lié à l'eau. En ce qui concerne le joyau qui brille au cou du dragon, peut-être que cela fait référence au Fuzang Long, le dragon gardien des trésors. Si l'on s'intéresse au dragon japonais, nous avons Ryujin, qui est un dragon considéré comme le dieu des mers et des océans. Il dit qu'il contrôle les marées grâce à des joyaux magiques. Donc cela aurait du sens qu'il soit question dans le conte de la princesse Kaguya de ce dragon en particulier. En effet, il possède des joyaux, il est lié à la mer, et Otomo le cherche justement en mer. Enfin, il ne nous reste plus qu'à parler du moyen conseiller Izonokami. Lui, il doit trouver un fragile coquillage où les hirondelles se cachent pour pondre leurs œufs. Après ce que j'ai pu découvrir, il s'agit là encore d'un mythe d'inspiration chinoise. Il est dit qu'à l'hiver, les hirondelles se réfugient dans l'eau en se transformant en coquillage, en attendant le printemps pour sortir de l'eau. Nous arrivons bientôt à la fin de notre voyage, à travers ce merveilleux film d'animation. Pour terminer, je vais vous parler de la procession céleste qui vient chercher la princesse Kaguya sur Terre pour la ramener sur la Lune. Elle évoque un Raigo. Un Raigo est une manifestation d'Amida Bouddha qui apparaît sur un nuage et qui généralement vient chercher un mort. Dans le cas présent, nous assistons d'une certaine manière à la mort terrestre de Kaguya. Amida Bouddha est traditionnellement accompagné par des bodhisattvas. Les bodhisattvas, selon les traditions, sont considérés comme des êtres ayant atteint l'éveil, mais restant sur Terre pour nous aider à nous éveiller. Amida Bouddha semble plutôt ici accompagné par des apsaras. Les apsaras, ce sont des sortes de nymphes célestes. Cette scène me déchire le cœur, rien que d'y penser. Elle est pour moi autant douloureuse et triste que les pires scènes du tombeau des Lucioles. Évidemment, je parle en mon nom, et voici mon interprétation. Cette scène représente une opposition entre la notion de nirvana et la notion de samsara. Le nirvana, c'est l'extinction des désirs, permettant ainsi de se libérer de l'illusion du samsara. C'est la condition qui doit être atteinte pour s'éveiller comme l'a fait Bouddha. Le samsara est le cycle des existences successives soumises à la souffrance, l'attachement et l'ignorance. Nous savons que Kaguya est envoyée sur Terre pour expier une faute, donc elle a purgé son karma en faisant un séjour sur Terre. Symboliquement, j'ai l'impression que la Lune représente le Nirvana et la Terre le Samsara. On pourrait penser donc que Kaguya est impatiente de retourner sur la Lune. Pourtant, c'est tout le contraire. Et elle s'exprime en présentant toute la beauté d'une existence sur Terre. J'ai donc l'impression qu'Isao Takahata, à travers cela, loue les sentiments humains, l'attachement, l'amour, les émotions, les désirs qui font le bonheur et le malheur dans une vie. En somme, il loue le Samsara plutôt que le Nirvana, la Terre plutôt que la Lune. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à réagir en commentaire, à apporter des précisions si vous le souhaitez par exemple. Comme à chaque fois, ce que je vous explique dans mes vidéos dépend en partie de ma propre interprétation. J'essaye de faire des liens avec des références culturelles, mythologiques, folkloriques ou bien encore historiques. Certaines références sont évidentes, d'autres parfois sont plus difficiles à établir avec certitude. Tout ce que j'essaye de faire en tout cas, c'est de poser sur le monde un regard éclairé par la culture. Le monde en question était ici le monde que nous décrit le conte de la princesse Kaguya. Si vous souhaitez découvrir d'autres vidéos comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. C'est avec votre soutien que je pourrai avancer et vous proposer toujours plus de contenu. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller découvrir les autres vidéos que je propose sur ma chaîne. Je vous dis à la prochaine fois, c'était le héros de l'histoire, pour vous servir.